La biologie de Mycoplasma bovis est de mieux en mieux connue. En revanche, sa pathogénie commence à peine à être élucidée et elle est très importante pour comprendre les mécanismes physiopathologiques de l'infection par cette bactérie redoutable et d'autant plus redoutée que les moyens thérapeutiques de lutte ou de prévention sont réduits de nos jours ou deviennent de plus en plus réduits. Donc, comme je l'ai annoncé, nous allons aborder la pathogénie avec un bref rappel, je vous rassure, sur la taxonomie de cette grande famille. Alors, il s'agit de l'ordre des mycoplasmatales, des mycoplasmatacées, et les deux genres qui sont intéressants en pathologie des mammifères, et, incluant l'homme et tous les animaux domestiques, sont les genres Mycoplasma dont je parlerai et Ureaplasma dont je ne parlerai pas du tout. Vous trouverez sur cet écran aussi de nombreuses bactéries apparentées. Et il faut savoir qu'il y a à peu près 700 espèces de molicutes, c'est-à-dire de bactéries sans paroi, qui infectent non seulement l'ensemble des mammifères, mais aussi de nombreux animaux non mammifères, et il y a de nombreux molicutes de plantes. Alors, cette image, vous la connaissez, vous l'avez certainement vue quelque part. C'est la fameuse image de pouce sur milieu gélosé liquide de Mycoplasma bovis avec les colonies dites en œufs sur le plat. Alors, vous n'attendez pas à avoir des œufs sur le plat qui remplissent la poêle, hein, puisque en général, ça fait 1/10 à 1 mm de diamètre. Mais c'est une image qui a popularisé, entre guillemets, facilement Mycoplasma bovis. C'est un germe qu'on pensait archaïque il y a quelques dizaines d'années. On sait aujourd'hui qu'au contraire, il s'agit de bactéries extrêmement évoluées. J'ai mis sur la droite de cet écran pourquoi faire simple, pourquoi faire compliqué, pardon, alors qu'on peut faire très simple. Et c'est un germe minimal, mais qui dit germe minimal, et on va le voir avec génome minimal et métabolisme minimal, dit qu'il faut trouver de quoi survivre ailleurs. Et ça va être un des grands problèmes de Mycoplasma bovis, une sorte de parasite de l'autre, un tout petit germe capable de rentrer dans des cellules, capable de dériver le métabolisme de ces cellules, donc une espèce de petite bactérie qui a des complexes et qui se prend facilement pour un virus. D'un point de vue génomique, je ne vous demande pas évidemment d'interpréter le schéma de gauche qui est le génome complet d'une souche type de Mycoplasma bovis. Et il faut juste retenir que le génome est minimal, là encore, puisqu'il y a à peu près 1/5 de paires de bases qui codent l'ensemble des fonctions de Mycoplasma bovis, contre environ 5 fois plus sur l'Enterobacterie Escherichia coli que vous connaissez tous. Donc le problème qui se pose, si on veut être affreusement finaliste, c'est comment peut-on survivre et persister quand on est une bactérie aussi peu pourvue d'un arsenal métabolique, simplement pour survivre. Et en plus pour survivre en milieu hostile, parce que quand on choisit une stratégie d'infection, on va se heurter à des défenses immunitaires massives de la part de l'hôte. Juste un point qui n'est pas élucidé en termes de pathogénie, contrairement à ce que les gens pensent et contrairement à ce que cette publi laisse supposer, il semble qu'il n'y a pas de spécialisation géographique, qu'il n'y a pas de spécialisation d'espèces et qu'il n'y a pas de spécialisation de tropisme d'organes des isolats de Mycoplasma bovis. Je m'explique, Mycoplasma bovis est capable d'infecter les poumons, mais aussi les articulations, mais aussi la mamelle. Certains ont pensé que les souches produisant des mammites aux États-Unis avaient un génome particulier, que les souches produisant des affections respiratoires en Europe de l'Ouest avaient un génome particulier. Il semble que ce soit faux. Il y a une exception, il semble quand même que les isolats de Mycoplasma bovis chez les bisons, qui nous concernent peu, mais ça existe quand même dans certains élevages et en Amérique du Nord, soient des souches très agressives et très particulières. Sinon, il n'y a pas de corrélation fine génomique, géographie, pouvoir pathogène, du moins démontré à ce jour. En termes de mode de contamination en conditions expérimentales, vous les connaissez, grosso modo, tout est possible. Alors on pense tout de suite à les aérosols, on pense tout de suite à l'ingestion, mais il y a toutes les voies possibles, par la voie hématogène notamment, puisque Mycoplasma bovis est capable d'infecter les monocytes et les cellules non nucléées, c'est-à-dire les globules rouges du sang. Il y a aussi une transmission verticale ou génitale qui est possible et une transmission mammaire, le tout en conditions expérimentales. En conditions naturelles, on retrouve à peu près la même chose, sachant que
le mode de contamination primitif vient à partir d'animaux eux-mêmes infectés qui produisent, entre guillemets, Mycoplasma bovis dans l'environnement ou dans des aérosols, produisant ainsi une infection primitive après une incubation dont la durée est extrêmement variable. En général, l'incubation de Mycoplasma bovis pour une atteinte de type pneumonie est courte, d'une demi à une semaine. Elle est plus élevée quand on s'adresse à d'autres tropismes d'organes, style otite, arthrite ou mammite, et même des fois encore plus longue pour les arthrites et les otites. Mycoplasma bovis, on a longtemps cru qu'il était simplement lié à son hôte. On sait depuis qu'il est lié certes à son hôte, il colonise de nombreuses cellules de son hôte et il est transmis par toutes les liquides dont le lait produit par l'hôte, mais aussi il est capable de survivre dans des biofilms, dans des milieux dans un environnement organique et souillé par les aérosols. Alors pour être honnête, ces réservoirs entre guillemets de Mycoplasma bovis dans les biofilms de l'environnement, on ne sait pas encore quel est leur rôle essentiel ou non dans la transmission. Retenez simplement que le réservoir animal est le plus important, à tel point qu'il a été démontré que l'introduction d'animaux non contrôlés permet dans un élevage une infection très efficace. Et c'est même vrai, et ça a été malheureusement vérifié à l'échelon d'un pays, puisqu'il suffit de l'introduction d'animaux infectés en Nouvelle-Zélande pour infecter massivement le cheptel ruminant de Nouvelle-Zélande et provoquer, je crois, si je ne me trompe, environ 400 millions de dollars de pertes pour le protocole de contrôle et d'éradication de Mycoplasma bovis. Donc Mycoplasma bovis, c'est un petit germe. Donc quand on est petit, souvent on a des complexes. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein, je parle que des bactéries. C'est un germe mal équipé, en ce sens qu'il n'est pas autonome pour son métabolisme et notamment la gestion des acides aminés. Et c'est un germe agressif. Pourquoi? Parce qu'il a choisi de vivre dans un milieu hostile, le milieu immunitaire de son hôte, et il va devoir être agressif pour pouvoir subsister. Donc il va avoir deux stratégies. Il va attaquer, la meilleure défense étant l'attaque, hein, sans être Clausewitz ou d'autres stratèges, et il y a une stratégie pour persister. Donc la stratégie d'attaque, et selon les auteurs, elle peut se dérouler en 4 temps. Certains disent 6 temps, mais on va s'arrêter à la valse à 4 temps, comme dirait Jacques Brel. Et la stratégie d'attaque commence par une adhésion. La première stratégie, la plus importante pour Mycoplasma bovis, c'est l'adhérence ou l'adhésion aux muqueuses. La deuxième, c'est l'invasion cellulaire. La troisième, c'est la modulation de la réponse immune. Et même si c'est contesté et s'il n'y a pas une corrélation exacte production d'oxygéné, agressivité, il semble pour certains auteurs que la production d'oxygéné par Mycoplasma bovis soit un facteur important dans son agressivité. Donc l'adhésion, c'est simple, j'ai dit que c'était la première étape. Pour certains, c'est l'adhésion qui est capitale. Il faut adhérer à des cellules d'épithélium muqueux. Il y a des protéines spécialisées qui le font, c'est ce qu'on appelle logiquement les adhésines. Et quand il n'y a pas d'adhésion, on a produit au laboratoire, dans des conditions expérimentales, des souches qui ne sont pas ou qui sont peu pathogènes. C'est dire si cette adhésion est nécessaire pour exprimer un pouvoir pathogène. Pas d'adhésion égale pas de pathogénicité. Deuxième temps, deuxième stratégie, il y a l'invasion cellulaire. Donc Mycoplasma bovis peut se retrouver dans le cytoplasme de nombreuses cellules, y compris toutes les cellules sanguines. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça assure la dissémination à partir d'un point d'entrée, par exemple oronasal ou pulmonaire, de Mycoplasma bovis vers des tropismes secondaires, par exemple mammaires, articulaires ou auriculaires pour les otites. Et paradoxalement, si Mycoplasma bovis se retrouve dans le cytoplasme de nombreuses cellules, il est absent du cytoplasme des cellules mammaires, même quand il y a mammite, donc pour des raisons qui ne sont pas élucidées à ce jour. Troisième stratégie d'attaque, Mycoplasma bovis arrive en milieu hostile, il va tenter de pervertir la réponse immune et il va tenter de faire produire à l'organisme une réponse inflammatoire agressive, mais pas pour lui, et qui va se retrouver finalement délétère pour les cellules qu'il a choisi d'infecter. Les points clés de cette stratégie sont la stimulation de cellules de l'immunité,
dans le sens de l'immunodépression, de production d'interleukines ou de cytokines comme l'IL-10, l'IL-12 ou d'autres qui sont liées elles aussi à l'immunodépression. Il va manipuler l'apoptose, c'est-à-dire le suicide cellulaire programmé, et il va dévier la réponse primitive de l'organisme, la réponse adaptative, pas la réponse innée bien sûr, vers une réponse de type helper 2, TH2, avec une production accrue d'IgG1 qui, on le sait, sont moins efficaces que les IgG2, et il va y avoir production d'anticorps, ce qu'on observe dans toutes les infections naturelles ou expérimentales, mais avec des immunoglobulines de moindre efficacité. Et on peut parfaitement être malade de Mycoplasma bovis avec de très forts taux d'anticorps. Ce sont des anticorps inefficaces qui ne permettent pas de neutraliser les cellules infectées par Mycoplasma bovis. Donc l'inhibition de la phagocytose, vous avez ici deux schémas qui vous indiquent sur des publications récentes comment ça se passe. À gauche, inhibition de l'opsonisation. Donc vous avez Mycoplasma bovis couvert d'anticorps, les petits triangles noirs. La cellule présentant l'antigène les reconnaît, mais est incapable entre guillemets de les digérer. C'est un peu ce que vous retrouvez à droite. Donc absence d'opsonisation. Donc ces anticorps qui recouvrent Mycoplasma bovis, des IgG1 pour la plupart, sont inefficaces. La stratégie d'attaque en 4 temps conduit à la production d'eau oxygénée, même si j'ai dit que ça ne faisait pas l'unanimité scientifique. Nous travaillons au laboratoire une souche RM16 agressive et très productrice d'eau oxygénée, et on trouve dans la littérature de nombreux exemples de souches dont l'agressivité est liée à la production d'eau oxygénée, production directe et production induite, comme vous le voyez sur ce schéma, dans plusieurs étapes du métabolisme, notamment du glycérol, comme vous l'avez avec ces deux flèches rouges. Donc c'est une arme chimique redoutable, car si Mycoplasma bovis peut survivre dans un milieu riche en peroxyde d'oxygène, en revanche les épithéliums, notamment respiratoires et mammaires, n'aiment pas ça du tout, pour simplifier. L'attaque au total de Mycoplasma bovis sur un épithélium, vous l'avez en haut, conduit à une stimulation du système immunitaire aussi inné, représenté ici par une cellule dendritique en vert échevelée en haut. Cette cellule dendritique, dont le rôle est mal connu pour les infections à Mycoplasma bovis, va elle-même envoyer des interleukines et des messages cellulaires à des cellules qu'elle va manipuler. Et pendant ce temps-là, vous l'avez en haut par la flèche de gauche, côté basal des cellules épithéliales, il y aura production induite par le mycoplasme de nombreuses cytokines pro-inflammatoires, 1, IL-1, 6, 8 et le TNF-alpha, comme on retrouvera sur les schémas suivants, où il a été parfaitement démontré que beaucoup d'interleukines agressives, à celles qui précédemment citées, on peut citer l'IL-4, le TNF-alpha et l'interféron gamma, comme vous voyez sur ces schémas, les souches qui infectent produisent énormément de cytokines agressives, alors que quand il y a des témoins non infectés, les schémas se passent de commentaires. Ces boîtes à moustaches vous indiquent carrément qu'il n'y a rien chez les témoins, et il y a des productions spécifiques et significatives chez les animaux infectés au niveau respiratoire. Alors une fois qu'on est dans la place, comme dit l'autre, il ne faut pas s'en faire déloger, donc on est agressif, mais il faut rester. Donc c'est là encore toute une stratégie entre guillemets de type militaire. Donc le Mycoplasma bovis va devoir ruser, et il ruse comment? Avec 3 stratégies complémentaires. 1, il va exhiber à sa surface, qui est une membrane comme on l'a vu avec des protéines, donc qui attire beaucoup le système immunitaire, mais il va exhiber à sa surface des systèmes antigéniques très variables. On a parlé de mosaïque antigénique, et sous 2 variétés, soit des systèmes antigéniques hypervariables, appelés de façon anglo-saxonne les VSP, soit des éléments conjugatifs intégratifs, qu'on appelle, là encore avec un acronyme anglo-saxon, des ICE. Pour persister aussi, le Mycoplasma bovis va pouvoir produire un biofilm et s'enquister dedans et profiter secondairement de ses nutriments. Et ces biofilms vont lui permettre, dans le milieu extérieur, mais aussi et surtout chez son hôte, de s'enquister, entre guillemets, bien sûr, ce n'est pas un vrai kyste, mais il sera en dehors des systèmes d'attaque chimiques et cellulaires de l'hôte. Enfin, les mycoplasmes sont capables, entre eux, d'échanger du matériel génétique. Alors on va voir ça un peu en détail.
j'ai parlé des VSP. Donc il y a une réorganisation, comme vous le voyez sur la partie C du schéma, de différents gènes qui aboutissent à la production de VSP complètement différentes qui peuvent, si vous me passez l'expression, mystifier le système immunitaire. Et ça, on le sait depuis à peu près une quinzaine d'années. Ces fonctions maintenant de ces systèmes antigéniques hypervariables sont bien connues. Ça contribuerait au pouvoir invasif. Il y aurait peut-être un tropisme tissulaire, mais on l'a vu au tout début, c'est encore en discussion. Et en revanche, in vitro, il y a l'adhérence ou l'adhésion, dont on a vu qu'elle était capitale aux muqueuses. Et bien sûr, puisque vous mystifiez le système immunitaire en réorganisant votre séquence génétique, votre code barre, vous avez l'échappement à une pression immunitaire. Deuxième stratégie, le biofilm et la production de métabolites toxiques. Donc le Mycoplasma bovis est capable de former un biofilm. Alors ce schéma un peu simple, qui nous devons à notre consoeur de Lyon, vous montre de façon illustrée, simple et facile à comprendre que quand il y a production d'un biofilm, vous avez Mycoplasma bovis, hors d'atteinte même physique et physico-chimique des agresseurs extérieurs. Le transfert de matériel génétique, pour terminer, la troisième stratégie de persistance, qui a été bien mise en évidence notamment avec les sélections de populations résistantes aux antibiotiques. Le transfert de matériel génétique permet, à partir d'une population hétérogène en termes de résistance aux antibiotiques, de, par sélection, arriver à une population à peu près entièrement résistante. C'est ainsi qu'on passe de gauche à droite, d'une population hétérogène avec différents degrés de résistance du jaune au rouge cramoisi, à une population homogène mais entièrement résistante, entièrement rouge cramoisi. Ceci est repris dans ce schéma. Le résistome, comme on appelle de nos jours intrinsèque, c'est les gènes du métabolisme, c'est des déterminants classiques qui aboutissent à l'inactivation de l'antibiotique, mais surtout aux modifications de la cible et au changement de perméabilité membranaire. Donc le Mycoplasma bovis fait de ces résistances aux antibiotiques un outil, là encore, de défense, non pas vis-à-vis de l'organisme et de la réponse immunitaire, mais bien sûr de vos outils thérapeutiques. Au bilan, Mycoplasma bovis est un petit germe agressif. Il n'y a pas d'endotoxine, pas de lipopolysaccharide, pas de parois, c'est facile. Il semble ne pas produire d'exotoxine, sauf une protéine de 73 kilodalton qui a été identifiée il y a à peu près 40 ans. C'est vous dire si c'est la préhistoire de la microbiologie. Et en revanche, il y a de nombreux facteurs de virulence, des protéines de surface variables, au moins 14, d'autres protéines qui concourent à l'adhésion ou à l'adhérence aux muqueuses, qui est la première étape nécessaire, non suffisante, mais nécessaire. Et il y a divers polysaccharides dont je n'ai pas parlé. J'ai en revanche parlé de la production de peroxyde d'hydrogène et de radical hydroxyle. Et en présence de fer, donc en milieu plutôt hématogène, attaque des membranes cellulaires. Mycoplasma bovis est agressif, il se retrouve dans le cytoplasme. Alors ça lui permet d'échapper au système immunitaire pour deux raisons. Il se retrouve dans le cytoplasme et vous savez bien que quand il y a un agent pathogène dans une cellule infectée, c'est plutôt le système immunitaire cellulaire qui doit agir. On l'a vu, il est manipulé ou peu efficace. Et s'il se retrouve dans des cellules phagocytaires entourées d'anticorps peu efficaces type IgG1, il n'y a pas de phagocytose efficace. Petit germe agressif, on a parlé des biofilms. Biofilms dans le milieu intérieur, mais aussi, comme je l'ai évoqué au tout début, survie dans plusieurs jours à l'abri du soleil dans un milieu organique et dans des plages de température qui sont de 4 à 37 degrés, donc des plages de température qui lui permettent, dans certains pays, une survie, semble-t-il, d'une année à l'autre. Mais on ne connaît pas tout à fait l'importance pathogénique et épidémiologique de ce réservoir de Mycoplasma bovis sous forme de biofilm dans l'environnement. Un point que je n'ai pas évoqué, excusez-moi, mais qui est bien connu de tous, Mycoplasma bovis profite de nombreux autres co-infectants, notamment au niveau respiratoire, parce qu'il y a prouvé ou suspecté une action synergique dans beaucoup de cas, notamment en pathologie respiratoire. Il y a une synergie expérimentale après avec toutes les pastorellacées.
Il y a une synergie observée sur le terrain depuis très longtemps avec le virus de la diarrhée virale bovine, maladie des muqueuses. Il existe paradoxalement peu de synergie démontrée avec le RS. Il en existe une aussi avec l'herpès virus 1, l'agent de l'IBR, et ce que je n'ai pas marqué et qui a été démontré par le professeur Gilles Meyer à Toulouse, il y a une synergie avec l'influenza D qui a été récemment découverte chez les bovins. Dernier aspect de ce bilan pathogénique, il y a manipulation du système immunitaire, manipulation en ce sens qu'il y a manipulation du suicide programmé des cellules sanguines mononucléées. Il y a d'un côté stimulation du système immunitaire, il y a d'un autre côté dépression du système immunitaire, le tout dans un blitz de cytokines qui tente à dévier la réponse de l'organisme vers une réaction inflammatoire délétère pour l'organisme lui-même et non forcément efficace pour la destruction de Mycoplasma bovis ou des cellules qui l'infectent. Ceci est schématisé dans ce schéma. Peu de production, peu de manipulation vers une réponse immunitaire de type TH1. En revanche, beaucoup de production d'IgG1 avec une réponse immunitaire incomplète ou peu efficace de type TH2 et des IgG1 et non pas des IgG2 qui seraient plus efficaces pour lutter contre ce germe. Enfin, pour le système immunitaire toujours, on s'est posé la question du rôle des anticorps colostraux. Alors il est tout aussi inconnu que pour les anticorps systémiques de la mère par exemple, puisque comme déjà évoqué et comme vous le savez bien, il y a beaucoup d'anticorps quand il y a une infection naturelle. Ça ne peut pas dire que les anticorps soient efficaces, au moins pense-t-on pour les raisons que je vous ai exprimées. Il y a certes du recrutement de cellules, comme toujours quand il y a de l'inflammation, pour des réponses innées mais aussi adaptatives, mais il y a inhibition de leur fonction. L'opsonisation n'est pas efficace. Il y a une production élevée d'IgG1 et d'IgA local et pas de production ou production inefficace d'IgM. Le seul manipulation du système immunitaire qui va dans le sens de la protection de l'hôte et qui a été démontré, c'est la corrélation forte titre sérique protection contre l'arthrite. En revanche, pour les autres affections, pneumonie, mamite, voire otite, ça n'a pas du tout été démontré. Je vous remercie de votre attention.